Je vous remercie à tous d'être là, je vous souhaite la bienvenue. J'ai une pensée pour tous ceux qui sont non architectes, non urbanistes et non paysagistes. J'espère qu'il y en a 2-3 parmi vous. Ça fait plaisir d'accueillir des gens hors profession pour cette première table ronde. Je vous remercie à tous d'être là. On ouvre le cycle commun, après le cycle matière l'année dernière, un grand cycle de 6 mois en ouverture d'Agora, de la Biennale d'architecture, de design et d'urbanisme. Alors pourquoi le cycle commun? On a décidé d'ouvrir un petit peu les portes et les fenêtres d'un effet de mode du moment sur la co-construction, le vivre ensemble, la coparticipation, le co-living, le co-working, enfin tous ces co-trucs qui nous arrivent là comme un effet de mode. Et on a décidé de traiter de ça. Et en même temps, au vu des résultats des dernières élections, du taux d'abstention, de la montée du vote Front National, ça nous a intéressé de se positionner plus en tant que citoyen. C'est pour ça que j'insistais sur le fait pour les non-architectes, non-urbanistes. Parce que pour nous, c'est important d'avoir ce genre de réflexion et on se demande quel lien on garde entre nous dans ces moments-là et je pense que c'est important de traiter de ça. Donc le cycle, il se déroule sur 6 mois. C'est 3 expositions au long cours. La première, c'est l'exposition de travail photographique de Camille Fallet, qui vient d'un livre commandé par Bordeaux Métropole et Agora. Donc je vous laisserai regarder tout ça tout à l'heure. Camille, qui est quelque part, qui répondra sûrement, voilà Camille, qui répondra sûrement à vos questions si vous en avez. Ensuite, on a une exposition sur un magazine d'architecture et de graphisme qui s'appelle Pli, dont la thématique sur ce numéro est le conflit. On a trouvé intéressant de traiter du conflit dans les communs, parce que voilà, c'est aussi quelque chose d'important. Et puis enfin, la dernière exposition, c'est une exposition qui s'appelle Co-urbanisme, qui a été produite par le pavillon de l'Arsenal à Paris, qu'on recevra dans un 3e temps. Ces 3 expositions sont ponctuées par 4 tables rondes, dont voilà, on inaugure la première avec tous ces intervenants qu'on vous présentera après, que je remercie d'être là personnellement. Et voilà, donc je vous laisse pour toutes les dates, les intervenants des futures tables rondes, je vous laisserai se référer à nos sites, aux communications, aux programmes qu'on n'a pas encore imprimés, puisque évidemment on a tous une rentrée chargée, donc on a eu un peu de mal à être dans les timings. Je voudrais remercier évidemment les partenaires, sans qui ce genre d'événements sont impossibles pour nous. Je cite l'ADEME, je cite Aquitanis, Bordeaux Métropole, Claircienne, la DRAC et bien sûr Agora, qui nous a beaucoup aidé aussi sur ce cycle et puis qui nous permet, comme chaque fois pour les biennales, d'ouvrir les hostilités, on va dire, avec la veille du démarrage officiel d'Agora. Voilà, on devait accueillir le groupe Ouzbek Erika du magazine pour animer les tables rondes. Il y a eu un petit problème sur cette première table ronde, donc je vous présente Aurélien Roltangui et Grégory Epo qui ont accepté de les remplacer au pied levé pour animer cette table ronde. Donc soyez indulgents, mais je suis sûr qu'ils seront excellents. Voilà. Je vous remercie beaucoup et bienvenue à la Maison de l'Architecture. Merci beaucoup, Paul. Alors, enchanté, donc Grégory Epo, paysagiste concepteur, et je vais avoir la dure responsabilité de faire l'introduction de la première table ronde du cycle commun, cycle sur lequel nous travaillons depuis quelques mois, en partenariat avec le 308 et la Maison de l'Architecture, et qui est venu assez naturellement dans nos conversations sur une situation où on sentait bien que les choses bougent, sur beaucoup d'interrogations professionnelles, et en se rendant bien compte que nos interrogations professionnelles transcendaient nos propres pratiques, et qu'il était intéressant à ce titre-là de voir ce qui pouvait en commun nous faire travailler, nous faire réfléchir, et c'est d'où l'idée du commun. Et après, en explorant un peu le thème, c'est vraiment un thème très compliqué. Un mot au but, un mot au concept, un mot au conflit. Le commun, c'est quelque chose qui est rattaché à toute l'histoire sociale et à toute l'histoire politique du siècle dernier. Et on a fait le parti ce soir de ne pas rentrer dans le cadre théorique. On a décidé de ne pas rentrer dans le cadre théorique pour laisser finalement nos invités respecter un peu l'esprit, l'état d'esprit d'une table ronde, aborder le sujet tel que eux le comprennent. Car il nous a semblé que les personnes que nous invitions ce soir, et que nous remercions vraiment vivement d'être avec nous, avaient chacun à leur manière, chacun avec leur propre histoire, leur propre relation aux choses, une chose avec le commun, avec le concept de commun.
Et donc, une chose, et qui plus est, il nous permettait d'ouvrir, en dehors du cadre de l'urbanisme, de l'architecture et du paysage, qui sont nos professions premières, d'avoir une entrée différente, une entrée peut-être plus sensible, plus politique, en tout cas avec des gens qui ont des responsabilités et qui nous permettaient de venir enrichir nos propres enjeux professionnels dans des contextes qui sont un peu particuliers. Alors, je vais laisser le micro et présenter nos invités. On a l'honneur d'avoir ce soir pour cette table ronde Jean-Luc Glaise, président du conseil départemental de la Gironde. Laurence Coste, professeur en sociologie à l'université de Paris 12, Val-de-Marne du PEC, et chercheur en sociologie urbaine au LIRTES, spécialiste des territoires urbains et périurbains, des modes d'habiter et du droit à la ville. Nous y reviendrons probablement lors de la table ronde. Pascal Lafargue, président d'Emmaüs Gironde, et Daniel Palmaro, directeur de Clercienne. Et pour commencer cette table ronde, on voulait vous poser en fait une première question toute simple. C'est la raison un peu pour laquelle vous avez accepté notre invitation. En fait, qu'est-ce que justement ce terme de commun avec un S entre parenthèses évoque pour vous? Alors, je sais pas, on va commencer par le plus à gauche peut-être, Pascal Lafargue. Mais c'est juste un hasard du canapé, hein, c'est pas... voilà. Oui, il faut appuyer sur le bouton, j'ai fait la même erreur, juste avant vous. Voilà, il y a des endroits où c'est très très facile d'être plus à gauche que les autres. Mais là, ce soir, je ne sais pas. Donc, je suis Pascal Lafargue, le président des associations Emmaüs de la Gironde. Alors, pourquoi je suis là? C'est extrêmement simple. C'est parce que Paul Roland me l'a demandé et que j'aime beaucoup ce garçon, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et en dépit que ce soit un architecte, c'est un garçon tout à fait charmant et qui regarde de près ce que nous faisons à Emmaüs, qui est intéressé depuis la première rencontre, parce que fait le mouvement Emmaüs en matière de construction. Alors, je vous avoue, modestement, que un cycle sur commun, ça m'a laissé un peu perplexe. Commune. Première réflexion que je me suis faite. Alors, les plus anciens se souviennent sans doute de la chanson de Jean Ferrat. Commune, hommage, vous connaissez quand même, non? Il y a 100 ans. Non, apparemment, personne ne connaît la commune. La chanson de Jean Ferrat, c'est quand même un peu dommage. Je pensais qu'on était à un niveau intéressant au niveau du public, donc il faut que je baisse d'un degré. Plus sérieusement, dans cette chanson, il y a des ouvriers, il y a des menuisiers qui donnent des coups de rabot et qui sont là pour... dans l'espoir de créer cette commune, la commune de Paris, hein, on parle de la commune de Paris, donc c'est vrai que c'est une chanson un peu ancienne, parce qu'il y a 100 ans, c'était donc au début des années 1970 qu'a été créée cette chanson. Donc finalement, j'ai assez vite abandonné l'idée de la chanson, manifestement vous aussi, vous l'aviez abandonné tout de suite, pour me dire que commune, communauté, forcément, et donc communauté d'Emmaüs. Mais comme j'ai affaire à des architectes et à des hommes et des femmes qui ont fait un peu d'études, sans doute que ce qui a intéressé, ceux qui m'ont invité, c'est que je dise un mot sur les communautés. Qu'est-ce que c'est que ces communautés, donc fondées par l'abbé Pierre dans l'immédiate après... Tu m'as dit que l'intro, j'ai 1 heure, 1 heure et quart, c'est ça? Pour l'intro? C'est ça? Voilà, Max. Donc les communautés, vous savez, l'abbé Pierre, il a créé ça là, au sortir du second conflit mondial, et c'était pas du tout un théoricien. L'abbé Pierre, il avait une démarche pragmatique et le mouvement s'est créé de façon tout à fait empirique. Il n'empêche que ça ne peut pas faire autre chose qu'un écho précis sur ce qu'a été le mouvement des idées du siècle précédent, sur lequel le XXe siècle s'est construit intellectuellement. Et je pense bien évidemment aux socialistes utopistes qui ont inventé la vie en commun. Comment on peut construire des lieux assez grands où on puisse vivre en commun.
Donc avant le socialisme scientifique, c'est-à-dire celui de Marx, il y a eu toute une période, là, au milieu du 19e siècle, où des gens se sont mis à imaginer la ville et à imaginer la vie en commun. Et ça a été d'abord Saint-Simon, puis ses disciples, Victor Considérant, Charles Fourier, Cabet et bien d'autres encore. Et c'est Fourier qui a décrit de façon tout à fait précise, pointilleuse, la vie du phalanstère. Alors, personne jamais n'a construit de phalanstère, mais il y a eu des systèmes qui se sont organisés qui ressemblaient à l'utopie du phalanstère. Je pense à ceux qui ont installé au Texas, par exemple, des communes comme ça. D'autres en France, et tout le monde connaît, j'imagine, le familistère de Guise, qui a été créé par Jean-Baptiste Gaudin. Donc, forcément, les communautés Emmaüs, peut-être sans le savoir, se sont inspirées de cette pensée qu'il fallait vivre ensemble, qu'il fallait partager, parce qu'autrement, on n'y arriverait pas, avec une idée maîtresse, c'est que l'économie ne peut pas primer, que le marché ruine la vie des hommes, et que si on ne partage pas et si on ne vit pas autrement, eh bien, le capitalisme va nous broyer jusqu'à, devenu désormais financiarisé, interdire à moyen terme l'écosystème humain de pouvoir continuer de vivre comme nous avons vécu nous, comme vont vivre, je l'espère, nos enfants. Mais quand je vois des tout petits comme ça, là, devant, je me dis que ce qu'on leur prépare, c'est peut-être pas extraordinaire. Donc, commun, vivre en commun, ben, ça veut dire tout simplement se soucier de l'autre, et qu'on ne peut pas être heureux seul, et qu'il faut partager, et qu'il faut vivre ensemble. Voilà la première petite réflexion que j'ai eue, mais sans doute si j'ai bien écouté la dame qui m'a expliqué ce qu'on devait faire ce soir, il y aura des interventions croisées, on sera relancé sur autre chose. Mais pour répondre à la question, alors pourquoi j'ai dit que je suis là, ben, c'est à cause de lui. Et voilà ce qu'évoque le mot commun dans mon esprit. J'imaginais bien que vous ne vouliez pas que je vous parle des parties communes avec l'eau courante à tous les étages. Ça, c'est quand même une autre histoire. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc Jean-Luc Gleise, président du département de la Gironde. Première raison pour laquelle je suis venu, c'est que d'ordinaire, avec les architectes, nous avons une relation de commande publique. Donc pour une fois, on me faisait venir pour autre chose, donc je trouvais ça plutôt intéressant. L'acte était gratuit. Et ensuite, la deuxième raison, c'est qu'effectivement, le mot commun résonne forcément beaucoup à un président de département. Il résonne au titre, par exemple, des biens communs. Nous traitons des sujets comme la gestion de la ressource en eau, qui est un bien commun sur lequel il faudra fortement beaucoup travailler sur l'avenir. Il y a les espaces communs, la manière dont nous concevons les espaces partagés. Ce département a une particularité, c'est qu'il a une très forte métropole, mais qu'il a aussi un secteur rural qui est extrêmement vaste. J'ai l'habitude de dire que la métropole est son cœur battant, mais que ses poumons sont ses périphéries. Ça veut dire qu'il faut créer un sentiment de lieu commun, d'espace commun, de périmètre commun sur un territoire qui a énormément de différences et de disparités entre donc son cœur urbain et l'ensemble de ses poumons ruraux. La question de ce qui est commun, c'est aussi par exemple comment nous l'approchons au travers des populations dont nous nous occupons, et notamment la question de la mixité sociale, qui est pour nous un sujet, par exemple sur les collèges et sur la répartition de la carte scolaire, mais qui peut l'être aussi sur la manière dont nous accompagnons l'aménagement de l'espace, les constructions, l'habitat, pour faire en sorte qu'il y ait précisément de la mixité dans les populations, et donc un échange entre les différentes classes sociales qui peuvent exister dans cette population. Donc cet aspect commun est forcément lié fortement à la question de l'intérêt général, à la question aussi du service public, qui est le bien commun qui reste pour ceux qui n'ont rien. Et donc à ce titre, ce mot commun est forcément quelque chose qui constitue un fil rouge dans l'ADN départemental qui veille à la péréquation, à la correction des déséquilibres,
qui veille aussi donc à ce que l'aménagement de son territoire, l'accessibilité aux services publics, à l'éducation, soit au travers les collèges, soit la mieux régulée possible. Donc c'est cette idée d'avoir un espace commun, des services communs, une approche commune, des personnes qui font corps commun. Cette approche-là, finalement, est sans doute celle qui nous guide au quotidien, même si nous ne l'exprimons pas habituellement de cette manière. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé que le choix du mot était particulièrement adapté et qu'il est sans doute très inspirant pour les politiques départementales. Merci. Donc, Laurence Coste, professeure de sociologie à l'Université Paris 12. Donc, si je suis à cette table ronde, c'est non seulement parce que j'ai été invitée, et je remercie l'organisatrice, mais aussi parce que c'est un thème qui m'intéresse particulièrement, dans le sens où j'ai travaillé dessus, mais de façon indirecte, par l'intermédiaire du droit à la ville, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Mais au-delà de cela, le commun, je trouve que c'est une thématique particulièrement riche, dans le sens où elle reflète parfaitement l'évolution des espaces urbains actuels. Parce qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, le commun est d'une certaine façon terriblement menacé par l'orientation que prennent certaines formes, certaines aires urbaines, et notamment par des formes de cloisonnement qui s'affirment de plus en plus et que l'on peut voir s'exprimer sous la forme, par exemple, de la gentrification des centres, c'est ce qu'on appelle l'embourgeoisement des centres, ou bien sous la forme des cités d'habitat social qui sont de plus en plus mises à l'écart, sous la forme de populations qui sont les populations les plus fragilisées, qui sont elles aussi ségrégées. Donc tout un ensemble d'éléments, et puis aussi des ensembles résidentiels qui ont de plus en plus tendance à se clôturer ou à se résidentialiser. Donc ça, c'est une tendance du paysage urbain qui, comme on dit, glisse un peu vers une fragmentation urbaine et qui donc menace ce commun. Mais en même temps, ce qu'on peut constater, c'est que parallèlement à cela, on a aujourd'hui une renaissance de ce commun, et plus particulièrement à travers la participation des habitants. Et ça, c'est ce que j'ai pu constater à travers certains travaux que j'ai effectués, notamment par exemple sur les territoires du périurbain, où on voit, alors les périurbains, les territoires du périurbain, c'est très divers, mais on voit de plus en plus des populations qui souhaitent sur ces territoires s'affirmer comme acteurs de leur mode de vie et qui ne souhaitent pas subir leur territoire, mais qui sont vraiment tout à fait autonomes et qui cherchent à y créer des formes d'appropriation qui correspondent à leur mode de vie. On voit aussi cette participation des habitants à travers aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les formes, l'effervescence qui s'exprime autour de ce qu'on appelle l'habitat participatif ou groupé, où de plus en plus des personnes, depuis ces 10 dernières années, s'affirment vraiment avec une volonté de vouloir construire non seulement leur propre logement, mais aussi avec l'idée d'un mode de vie, d'un projet de vie, et qu'elles ne trouvent pas forcément sur le marché du logement, et qui d'une certaine façon peut rejoindre un peu les ancêtres qui étaient sous la forme des castors, et aussi même plus loin on peut même y voir des liens avec les familles Lister de Jean-Baptiste Godin par exemple. Et puis autre élément aussi qui témoigne de cette participation habitante, c'est à travers la revendication du droit à la ville qui, au tournant du XXIe siècle, est actuellement en pleine diffusion et qui se retrouve à travers des mouvements civils urbains à l'échelle planétaire qui revendiquent ce droit. Alors en gros, ce droit à la ville, c'est le titre de l'ouvrage d'Henri Lefebvre, qui est paru en 68, et qui donc affirme que la ville doit être réappropriée par les habitants, que la ville doit permettre aux habitants de pouvoir l'investir et d'éviter donc les phénomènes de ségrégation. Et on a, enfin, comme disait l'auteur, la ville est une œuvre collective, et en ce sens-là, eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, on a un mouvement qui va aussi dans ce sens, et en même temps, parallèlement à ces espaces urbains qui se fragmentent. Donc je trouve que le thème commun est particulièrement intéressant et riche aujourd'hui. Merci.
Oui, Daniel Palmaro, donc je suis directeur général de Claircienne. Alors si je suis là, c'est parce que j'ai été invité, mais aussi parce que on a envie de faire des choses avec le 308 et que le lien entre les maîtres d'ouvrage, même si ce terme est peut-être un peu trop grand, hein, je crois qu'on est co-constructeur, et c'est vrai qu'on est passé, pour revenir à Claircienne, hein, qui est une entreprise sociale de l'habitat. Donc on construit des logements, mais habitat, ça veut bien dire qu'on est déjà dans cet espace commun, hein. On est au-delà, je dirais, de la mission d'offrir des logements de qualité à coût abordable, hein. On est aussi là pour créer des lieux de vie beaucoup plus largement. Et donc, ces lieux de vie, pour moi, c'est déjà presque une définition des lieux communs, hein. C'est-à-dire des lieux où où des groupes peuvent exercer, des communautés peuvent exercer leur faculté à se développer et leur faculté de s'approprier en fait ces espaces. Donc, le logement, c'est la base, mais l'assemblage de tout ça constitue l'habitat qui est un élément indispensable, fondamental des villes. Donc je trouve qu'au travers de cette question des lieux communs, on peut aborder la question des ressources. Je crois qu'on peut aussi aborder la question du patrimoine, de la culture, et en fin de compte de l'histoire commune que, encore une fois, des groupes de personnes peuvent exercer et peuvent, avec effectivement des conflits, hein, je crois qu'il y a des tables rondes des réflexions sur les conflits, il y a bien un espace de négociation, un espace dans lequel des projets peuvent se faire. Et aujourd'hui, notre enjeu, c'est de pouvoir effectivement créer ces lieux, mais aussi de les animer. Et donc, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Je crois qu'on a une mission qui est vraiment l'inclusion, qu'on partage, hein, je crois. On est vraiment dans ce service d'intérêt public général, hein, qui est l'inclusion de personnes. Et donc ça a trait à la mixité, ça n'a pas trait on cible forcément qu'une petite partie des ménages, mais on voit plus large, et on voit comment apporter toute une série de services, comment faire accéder avec beaucoup d'acteurs, que ce soit des associations. Et donc voilà, il y a un continuum, à mon sens, dans cette action sur les lieux communs. Donc ça peut être effectivement le hall d'entrée, ça peut être le parc, ça peut être, je pense que ça peut même être des espaces virtuels, hein, qui sont des lieux de mémoire, des lieux de culture, dans lesquels les personnes peuvent se projeter et peuvent se définir et définir des projets communs qui les aident à se développer. Merci beaucoup. Nous sommes ravis, effectivement. Là, voilà bien 4 angles qui nous permettent de faire une introduction plutôt exhaustive du concept de commun. Il y a un point qui est important aussi, c'est finalement comment le concept de commun vient réinterroger la notion de propriété. C'est-à-dire que jusque-là, on a parlé donc d'espaces communs, de lieux communs et effectivement de conflits. Mais c'est aussi parce que ça vient réinterroger à qui appartient les choses, et ça vient réinterroger donc le concept de public, privé, et ça vient reposer les questions des enjeux démocratiques, finalement, le commun. À ce titre-là, on voit bien que le commun, c'est un concept qui vient réinterroger les relations des gens aux espaces et des gens entre eux, voire même des gens avec les choses non humaines. On peut repousser un petit peu plus loin. C'est un petit peu, il me semble, le propos d'Henri Lefebvre dans Le droit à aller vivre, dans cette sensation de redéfinition de la construction et de l'appropriation de l'espace urbain. Nous, on aimerait bien, Madame Coste, que vous reveniez un petit peu sur ces enjeux du droit à la ville définis par Henri Lefebvre, et surtout que vous nous dites pourquoi, à votre avis, c'est un concept qui commence à être, qui revient très très en force. Vous avez parlé effectivement des mouvements. Occupy Wall Street a revendiqué, peut-être pas directement, mais en tous les cas, cette notion d'un droit révocable à l'accès à la ville et à l'occupation de l'espace public. Mais on a vu aussi que ça a été constitutionnalisé dans certains pays d'Amérique du Sud. Voilà, comment ce retour en force de ce droit révocable à la ville, de cette capacité à pouvoir rentrer en action sur son cadre de vie, d'après vous, pourquoi il refait émergence si puissamment depuis 10-15 ans, on va dire?
Alors, juste pour rappeler en quelques mots, de façon la plus synthétique possible, donc comme je disais tout à l'heure, le droit à la ville, c'est le titre de l'ouvrage d'Henri Lefebvre qui est paru en 68. Alors il faut savoir qu'il est arrivé dans un contexte très particulier, puisqu'on était en 68, et que Lefebvre constatait à ce moment-là qu'on avait une transformation complète des villes, et que la ville était en train d'éclater en banlieue, en communes périurbaines, et que par ailleurs, c'était la période qui était très marquée par la planification urbaine, où on avait une diffusion de l'habitat très standardisé à travers les grands ensembles, à travers les habitats pavillonnaires, et cela participait à repousser certaines populations des centres et à habiter de plus en plus dans un habitat standardisé qu'elles subissaient, donc avec un espace public dont elles étaient de plus en plus éloignées, et puis des phénomènes de ségrégation qui ne cessaient de s'accroître et qui entraînaient, disait-il, le délitement du lien social. Donc à partir de là, il a opposé à cette évolution le droit à la ville comme moyen pour les populations de réagir et de se réapproprier ces espaces publics, la ville, et d'en faire œuvre pour limiter ces phénomènes de ségrégation. Alors, suite à cela, après, ça a été repris par un certain nombre de politiques urbaines dans les années 80, notamment avec Banlieue 89 et Roland Castro, parce que c'est des architectes que vous devez connaître. Donc, toute cette période, il a repris largement ce droit à la ville. Et ensuite, celui-ci s'est quand même fortement atténué. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au tournant du XXIe siècle, c'est ce que je disais, il réapparaît avec une force considérable, mais cette fois-ci à l'échelle internationale. Pourquoi ? Parce qu'on assiste, alors cette fois-ci à l'échelle mondiale, à une évolution des villes qui sont marquées de plus en plus par des inégalités urbaines qui ne cessent de s'accroître, et puis une dégradation profonde des conditions de vie, avec des diffusions de gated communities, par exemple, des bidonvilles, etc. Et donc ces inégalités urbaines apparaissent de plus en plus flagrantes. Et cela a amené en particulier les géographes radicaux anglo-saxons, et en particulier David Harvey, pour ceux qui connaissent, qui ont relu Lefebvre et qui ont repris l'idée de l'espace comme moyen de résistance collective. Donc il a repris ces éléments-là, et en reprenant ce droit à la ville et en expliquant que le droit à la ville était peut-être un moyen de pouvoir créer un mouvement international pour que, je cite de mémoire, les dépossédés puissent reprendre le contrôle de leur ville qui leur échappe. Et à partir de là, si vous voulez, ça a été repris par toute une série de mouvements civils urbains, d'ONG, tels que Enda, et puis aussi d'associations telles que Enda Tiers-Monde, HIC Habitat International Coalition, et puis aussi un peu après par les grandes institutions internationales telles que l'ONU, un Habitat et l'UNESCO, qui ont repris cette charte du droit, qui ont repris le droit à la ville, qui sont traduits en Right to the City, qui est la version mondialisée, et ils ont essayé de constituer une charte mondiale du droit à la ville. Alors celle-ci a pris immédiatement dans les pays d'Amérique du Sud. Elle a été impulsée par le Forum social mondial, et puis progressivement, elle s'est diffusée à l'ensemble des pays. Plus récemment, il y a eu Mexico en 2006, il y a eu Montréal ou c'est l'inverse, en 2010. Un Habitat a repris encore une fois récemment aussi cette charte de la ville. Et derrière celle-ci, il y a l'idée d'engager les gouvernements locaux ou les élus municipaux ici pour faire une sorte de contrat social avec les populations afin de parvenir à des villes plus justes, plus démocratiques, plus équitables. Et cela, ça implique des actions concrètes au niveau de l'accès aux services pour toutes les populations, l'intervention pour limiter la spéculation urbaine. Ça peut être aussi des interventions au niveau de l'eau potable, de l'accès à l'habitat, de l'écologie, bref, un engagement pour faire en sorte d'arriver à une ville qui soit inclusive, comme on le disait tout à l'heure, qui soit plus juste et qui soit plus solidaire. Et c'est ce
qu'on voit actuellement se diffuser avec cette charte de droit à la ville. Et plus récemment encore, il y a eu, c'est à Grenoble, là je l'avais noté justement en arrivant, j'ai vu ça en mars 2017, très récemment, ils ont fait justement, il y a un mouvement qui est en train de se créer, le nouveau municipalisme, qui s'articule autour de cette notion de droit à la ville pour justement engager les habitants et solliciter de plus en plus, ce que je disais tout à l'heure, la participation des habitants dans l'organisation et l'implication de leur ville. Merci beaucoup. Nous, justement, ce qui nous intéressait, c'était un peu de rebondir là-dessus. Hein, vous l'avez compris, c'est aussi de faire des liens un peu dans le temps, quoi, avec d'autres théories. Mais c'est vrai que le droit à la ville revient en force avec aussi cette notion de commun. Justement, par rapport à cette métropole, cette agglomération de Bordeaux, qui a cette particularité justement d'être très étalée et d'être très en lien aussi avec les territoires ruraux qui l'entourent. Est-ce que peut-être il y a un prolongement possible sur le droit au paysage, hein, qui est un peu aussi une œuvre collective, et la Gironde aussi vraiment profite, on va dire, de cette attractivité du territoire, et vice-versa, Bordeaux en profite aussi. Qu'est-ce que vous, Jean-Luc Glès, en tant que président du conseil départemental, voilà un peu les échos d'un droit à la ville un peu élargi, on va dire, à ces territoires périphériques? Alors j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qui vient d'être dit, qui me paraît particulièrement intéressant effectivement par rapport à la question urbaine et métropolitaine ici. Mais précisément, nous élargissons, nous, le regard sur la question du rapport entre la ville et le rural. Et quand j'entends parler de droit à la ville, une autre question qui se pose, c'est la question du droit au rural. Quand je le pose comme ça, je vais restituer un... Alors je suis pas toujours... Je suis élu donc comme politique, mais je ne suis pas toujours politiquement correct. Donc je ne le serai pas forcément, y compris devant des architectes ou des urbanistes, puisque cet après-midi, j'étais en réunion sur la constitution d'un PLUI dans mon intercommunalité. Et la question se posait de la capacité à anticiper, dans le cadre d'une planification, la consolidation du développement économique d'un territoire et l'accès ou l'arrivée, la croissance démographique de nouvelles populations. Parce que la véritable problématique du secteur rural n'est pas du tout, en général, celle du secteur urbain. Elle n'est pas tant la question de l'appropriation des espaces publics à partager ensemble, mais elle est plutôt la capacité à maintenir des populations, à faire en sorte d'intégrer celles qui arrivent, qui n'ont pas forcément toujours la culture du secteur rural, et surtout à éviter de se dévitaliser, parce que plus on s'éloigne de la métropole et plus on arrive en périphérie du département, plus effectivement ce sentiment d'abandon, d'isolement, cette réalité de la désertification et de la déshérence commerciale, économique, voire démographique, la vacance des locaux que l'on peut apercevoir dans nombre de villes secondaires, et je pense que la question des villes secondaires est un vrai enjeu dans ce département, eh bien ce sujet-là conduit inévitablement à ce qui était évoqué tout à l'heure en introduction, une carte qui dessine ce que l'on appelle un croissant de pauvreté sur la périphérie du département et qui colle à peu près parfaitement avec le vote extrême, les votes extrêmes, mais notamment le vote Front National. Donc c'est pour nous une vraie interrogation. Et ce que j'évoquais tout à l'heure dans le cadre du PLUI et qui m'interrogeait... Excusez-nous. Les gens qui travaillent tard. Ça, c'est le droit à la ville pour travailler le soir, c'est ça. Et ce qui m'interrogeait tout à l'heure, ce qui m'a fait réagir dans le cadre du PLUI, c'est qu'il s'agissait d'appliquer une réglementation urbanistique, une réglementation d'urbanisme urbaine à un secteur rural. C'est-à-dire que la question qui était posée était celle de l'étalement urbain, était celle de la consommation d'espace, mais elle n'était pas du tout celle de la capacité à développer un territoire et y accueillir de nouvelles populations. Or, dans ces territoires-là, le sujet n'est pas l'étalement urbain. Je vais prendre un exemple d'une commune que je connais bien qui fait 11 600 hectares. Si on construisait sur 10 ou 20 hectares, ça ne serait pas une catastrophe globalement pour la commune. Si on créait une zone d'activité sur une dizaine d'hectares, ça ne serait pas une catastrophe non plus globalement pour la commune. En revanche, ça pourrait être un apport substantiel en termes d'économie ou en termes d'habitat. Or, précisément, la réglementation contraint à la fois la taille du terrain à urbaniser, la possibilité de construire dessus, dans des espaces dont la qualité de vie
Et l'identité est justement fondée sur l'espace, sur l'éloignement des maisons les unes par rapport aux autres. Je pense à ce qu'on appelle les bourgs aériales, par exemple, qui sont des bourgs très ouverts. C'est l'identité de ce territoire-là. Et donc, essayer de faire coller dessus une réglementation urbaine me paraît un vrai problème. Et puis, il y a, par rapport à la question que vous posiez, le lien entre secteur rural et secteur urbain. Comment est-ce que nous créons ces liens? J'évoquais tout à l'heure la dépendance forte ou l'interdépendance forte entre les territoires. Il est évident que la Gironde a besoin de sa métropole qui est fortement attractive et qui aujourd'hui génère l'arrivée de populations nouvelles, sachant que sur les 20 000 habitants que nous avons dans le département, il y en a un tiers sur la métropole, un tiers sur le littoral et un tiers sur le reste du département. Donc on est quand même sur quelque chose qui est à peu près équitablement réparti. Malgré tout, la métropole est extrêmement attractive, mais elle est aussi fortement dépendante de son secteur périphérique. Et là, on rejoint la question des communs. L'eau potable provient de l'extérieur de la métropole. Les produits agricoles que l'on défend de plus en plus en circuit court proviennent de l'extérieur de la métropole. Et hélas, la main-d'œuvre provient aussi de l'extérieur de la métropole, ce qui contribue à l'engorgement régulier de la rocade matin et soir en ceinture métropolitaine. Donc il y a bien des liens extrêmement étroits. La vraie question, et c'est un peu ce que vous posiez, de savoir comment nous pouvons contribuer à améliorer ces liens pour faire en sorte que le secteur rural bénéficie du secteur urbain, comme le secteur urbain peut bénéficier du secteur rural. C'est compliqué, c'est un sujet difficile, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, le constat qui est fait, c'est qu'il s'agit plutôt d'une désertification, d'une déshérence des secteurs très périphériques, que pour contribuer à la correction des déséquilibres, il faut travailler certainement à la revitalisation des villes et des bourgs, mais qu'on ne décrète pas forcément, malgré la volonté politique, s'il n'y a pas de commerce qui s'y implante, s'il n'y a pas d'activité économique qui s'y implante ou de population qui s'y implante. On peut travailler sur les services publics, et nous avons, via la loi NOTRe du 7 août 2015, la responsabilité de copiloter avec le préfet, j'ai la responsabilité de copiloter avec le préfet un schéma départemental d'accessibilité des services au public, qui est un vrai sujet. Quand on dit service au public, service public, mais aussi service privé. On peut aussi parler du boulanger dans le village ou du médecin, parce qu'ils sont aussi des services qui sont nécessaires. Donc ce sont des moyens pour essayer de corriger ces déséquilibres, mais pour faire espace commun et sens commun, se sentir appartenir à la même identité commune au sein d'un territoire comme la Gironde, il y a encore beaucoup de travail à opérer. Je crains pour ma part que le fait urbain, qui est quand même le fait dominant aujourd'hui et qui nécessite d'être traité et qui me paraît tout à fait intéressant aussi dans le panorama, aille plutôt à l'encontre de la possibilité pour le fait rural de continuer à exister, et que progressivement, et c'est une grande question que j'ai en matière d'aménagement du territoire au niveau national, progressivement nous allions plutôt vers des campagnes qui seront des lieux protégés pour des balades dominicales pour les urbains, mais qui ne seront plus forcément des lieux de vie pour des ruraux. Merci. J'allais proposer à nos deux autres invités aussi de rebondir sur cette question un peu du droit à la ville, du droit au rural, et peut-être aussi un peu du droit au logement avec Emmaüs. Oui, tout à fait. Le droit à la ville, c'est tout simplement le droit à la vie et à l'égalité des territoires. Alors, je suis évidemment totalement en accord avec ce qui vient d'être dit par le président du département, et chaque fois qu'il pose une réalité. Moi, j'ai les images des gens qui la vivent et qui sont effectivement, normalement, citoyens de ce pays, en droit de réclamer une égalité de traitement. Or, c'est pas du tout le cas. Sur le département de la Gironde, évidemment, le Conseil général, par une politique sociale très solidaire, permet à certaines zones et à certaines populations dans ces zones tout simplement de ne pas mourir de faim. Parce qu'on en est là. L'extrême pauvreté des territoires les plus éloignés du centre-ville de Bordeaux renvoie la Gironde à un pays du tiers-monde. Ce qui se passe dans le Nord-Médoc, ce qui se passe dans le Nord-Gironde, c'est des situations absolument hallucinantes. Alors le Sud-Gironde est un peu mieux traité, encore qu'il y a des revitalisations de centres. Je pense à toute la zone de la Réole là, qui est en plein boom en ce moment, et c'est
une très bonne chose, parce que si on va du côté de Sainte-Foy-la-Grande, par exemple, là, on a aussi des zones totalement abandonnées. Et donc, j'en reviens, le droit à la ville, c'est le droit à Bordeaux, ici. Or, on le sait, on le voit au quotidien, les Bordelais n'ont plus le droit à leur propre ville. C'est terminé. On ne peut plus habiter à Bordeaux. Alors ceux qui y sont depuis longtemps, qui sont protégés d'abord parce qu'ils sont propriétaires ou parce qu'ils ont des loyers avec des baux qu'ils ont signés à une époque où c'était encore possible, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et puis, le prix est tellement élevé aujourd'hui que même les propriétaires ne résistent pas à l'appel des sommes qu'on leur propose de leur offrir pour leur acheter leur maison, même s'ils savent très bien qu'ils vont être obligés de partir et qu'ils retrouveront évidemment pas les mêmes conditions, qu'il faudra payer le carburant ou avoir 1 heure ou 2 de transport quand on leur propose x10, x15 par rapport à la somme qu'ils ont investie il y a ne serait-ce qu'une quinzaine d'années. C'est difficile quand on n'a pas beaucoup d'argent de résister à ça. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que Bordeaux est en train de changer complètement de visage et c'est très inquiétant. Vous parliez tout à l'heure de gentrification. Oui, alors oui, bon, c'est un mot que tout le monde comprend, mais avec le TGV à 2 heures maintenant, ça va encore s'accélérer, quoi. Or, on construit beaucoup dans Bordeaux. Vous voyez, il y a des tours partout. Alors tant mieux pour les architectes, mais ce qu'on construit, et c'est quand même sur une idée assez bizarre. C'est-à-dire qu'il y a une vraie crise du logement dans Bordeaux. On construit beaucoup, on dit non, mais on va régler la crise. Eh ben non, parce qu'on ne construit pas pour les gens qui sont là. C'est quand même assez bizarre comme réflexion. On construit aujourd'hui à Bordeaux pour ceux qui vont arriver demain. Et ils sont tout près d'arriver, hein, puisqu'on attendait juillet 2017. Et pour se dire là, on va en avoir plein avec le TGV à 2 heures. Mais on continue de construire pour des gens qui ne pourront jamais vivre dans ce qu'on construit. Vous savez, un jour, la paix sociale, là, elle est quand même attaquée de plein fouet, quoi. Parce que c'est quand même terrible de voir qu'il y a des logements partout, des constructions partout, et qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui attendent avec leur petit ticket là pour. Alors pardon monsieur, hein, je vise évidemment pas Clercienne, hein, puis en plus j'ai quand même été plutôt bien élevé et je ferai pas ça comme ça, quoi. Hein. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. Oui, vous n'y êtes pour rien en plus. Oui. Non, mais c'est totalement insupportable. C'est totalement insupportable. C'est insupportable aussi quand on sait qu'il y a à peu près 22 000 logements vacants, sans doute en mauvais état, mais qu'il y a des centaines de personnes qui sont à la rue. Il se passe des choses comme ça. Donc le droit à la ville, pour moi, c'est le droit à la vie, tout simplement. Et sur le troisième thème, si j'ai bien compris, on pourra parler d'action commune, c'est ça ? Exactement. Voilà, donc je garde ça pour tout à l'heure. Donc restez jusqu'à la fin, parce que ça va être intéressant, quoi. Mais ça l'est déjà. Hein. Oui. Donc sur les cas pratiques, on reviendra après, hein, si je comprends bien. Oui, sur la propriété, hein, vous avez posé cette question sur la propriété. C'est vrai que quand on réussit à rendre des territoires attractifs, il y a une surenchère, il y a des gens qui arrivent, etc. Et donc les prix augmentent. Et donc ça, c'est même des situations qu'on observe sur les propres zones d'aménagement qu'on a pu faire à Lormont, hein, parce qu'à Lormont, on a fait une opération assez importante et pour laquelle, au départ, il y avait 0 promoteur qui venait, et aujourd'hui, on constate qu'ils peuvent venir d'eux-mêmes et sans réserve. Ça, malgré tout, je considère que c'est quand même un intérêt, hein, de pouvoir faire de la mixité dans tous les sens. Je pense que c'est un bon point. Là où il y a effectivement une régulation à avoir, c'est sur l'envolée de tout ça, puisque effectivement la question de la propriété, c'est aussi du sol, c'est quand même aussi une question du bien commun, hein, qui est l'objet de notre table ronde. Et là, je voudrais quand même signaler un des outils récents, hein, qui a introduit, je ne sais plus quelle loi, il y en a eu tellement, mais en tout cas, je sais que ça existe, hein, au travers des organismes de foncier solidaire, dans lesquels on peut même participer aux côtés des collectivités locales, et qui introduit la possibilité de passer des baux réels, en fait, hein, qui sont transmissibles dans le cadre d'une accession sociale.
Et donc ça permet de dire, voilà, vous avez la possibilité d'avoir un bail pour habiter votre logement en tant qu'accédant pendant 50 ans, avec un maximum de 99, et vous avez la possibilité de céder ce droit dans des conditions de prix et dans des conditions de ressources pour la nouvelle personne ou le nouveau ménage qui viendra, identiques à ce que vous avez pu avoir. C'est-à-dire qu'en fait, ça maintient la qualité, on va dire, d'accédant social. Ça, c'est quand même une sacrée innovation. Je pense qu'on n'en a pas vu encore la portée parce qu'on ne l'a pas mis en œuvre, mais quand même, c'est une sacrée innovation parce que ça permet de recharger le bail. Et donc, ça permet de dire, ben oui, sur ces sites, on va faire du logement social. Et aujourd'hui, on peut dire que le logement social locatif est sanctuarisé. Je crois que, et je pense qu'il faut veiller, je pense que tous les élus doivent veiller au fait que l'argent du logement social reste dans le logement social. Ça, c'est... éventuellement, on pourrait évoquer des choses qui se sont passées au niveau de l'Europe, si ça vous intéresse, notamment aux Pays-Bas. Mais en tout cas, il y a un nouveau secteur qui est celui de l'accession sociale, on va dire revolving, je ne sais pas comment l'appeler, en tout cas, qui peut permettre de maintenir cette mixité avec des ménages qui auront accès à la ville par ce biais-là. Ça, je voulais quand même le signaler, parce que c'est une réponse à la question que vous évoquez. Donc voilà, effectivement, aujourd'hui, Bordeaux est attractif et on voit arriver, on a des prix complètement hallucinants. Ça nous pose un gros problème sur le foncier. Je crois que vous posez aussi cette question du foncier. Là-dessus, il n'y a pas d'autre manière de faire que de prendre des risques sur des acquisitions de foncier bien avant que ça bouge. C'est ce qu'on fait depuis 15-20 ans, avec aussi d'autres opérateurs bailleurs sociaux. Et ça demande une prise en main public, ou quasi public. Nous, on est un peu gris, on est entreprise et sociale. Voilà, on est on a parfois les problématiques d'acteurs publics en termes d'achat et autres, mais en tout cas, on a clairement une vocation là-dessus. Après, sur la fracture territoriale. Sainte-Foy-la-Grande. On a la ville de Sainte-Foy-la-Grande est actionnaire, je dirais, historique de Clercienne, puisque on provient du mouvement des castors et on provient, au départ, on a fait surtout des maisons dans l'est de la Gironde et ailleurs. Donc effectivement, on a pas mal de logements là-bas, on les a réhabilités sans augmentation de loyer, etc. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Si on ne maintient pas un patrimoine attractif, on va voir les gens partir ailleurs. Nous, je ne sais pas ce qu'on fera de nos logements. On avait quand même des niveaux de vacances assez importants. On en a un peu moins, mais ça peut être toujours compliqué. Et donc, la vraie problématique, c'est est-ce qu'il y a quand même des ressources publiques qui peuvent rester pour que des projets se fassent avec ceux qui peuvent le faire et comment leur donner envie. Voilà. Ça, c'est un chemin. Merci beaucoup. Je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire. Effectivement, c'est évident que les organisations de marché ont un impact en fait sur les spécialités et sur des difficultés sociales au sein même des métropoles, mais aussi sur les périphéries. Et on voit bien là que finalement, il y a une organisation qui est liée aussi à un certain sens de l'économie, que vient reposer en fait l'idée de commun, en essayant de réinterroger quelles sont finalement la richesse, qu'est-ce qui crée la richesse, qu'est-ce que le commun peut apporter de plus par des externalités, des choses qui sont très peu évaluables finalement sur des critères économiques, on va dire standards, mais qui peuvent venir peut-être réinterroger la manière dont se distribue l'espace quand elle est liée simplement par exemple à une organisation spatiale qui est sur un marché du foncier qui est donc excluant. Et finalement, j'en arrive à poser notre dernière question, enfin dire le troisième temps, sur l'idée que, d'après vous, quel serait un commun ou plusieurs communs sur lesquels on pourrait s'appuyer pour venir vers plus de justice spatiale ou d'équité territoriale, en fait. Monsieur Lafargue, peut-être, étant donné que vous aviez déjà fait un spoiler du temps 3, je vous invite à répondre. Oui. Je trouve que cette troisième question est vraiment passionnante parce que elle nous renvoie à qu'est-ce qu'on a fait ensemble, quoi. Et je ne sais pas qui a eu l'idée judicieuse d'inviter à la même table ronde
le président du conseil départemental et le président d'Emmaüs, parce que évidemment qu'il y a une mise en commun d'une action politique déterminée, avec des objectifs absolument clairs, avec un département, alors moi j'ai pas les chiffres en tête, mais qui doit dépenser au minimum 50% de son budget sur la solidarité. Et puis des associations de lutte contre l'exclusion qui reçoivent de plein fouet tout ce que le système économique du monde occidental brise comme vie humaine, quoi. Et donc, on est là à mettre en commun un certain nombre de moyens. Alors, des moyens financiers, évidemment, ça c'est plutôt le département. Des moyens humains et d'énergie, ça c'est plutôt le secteur associatif. Et ensemble, comment on fait pour prendre en charge ceux qui sont laissés pour compte? Et on parlait tout à l'heure, alors il n'a pas dit comme ça, mais les services publics sont le bien de ceux qui n'en ont pas, c'est à peu près ce que tu as dit tout à l'heure. Et effectivement, ça va passer par là, par réhabiliter du service public, mais aussi accueillir et construire pour accueillir. Alors il y a une expérience, je ne vais pas m'étendre là parce qu'on va croire que je viens faire la publicité des maisons en bois d'Emmaüs Gironde, mais on ne peut pas non plus le passer complètement sous silence, parce qu'on mène des opérations extrêmement variées, en commun, et destinées à plusieurs publics. Au début, le partenariat entre Emmaüs et le département de la Gironde a été construit sur la mobilisation de petits chalets d'urgence sur l'idée du refuge de montagne qu'on mettrait un peu partout sur le territoire pour que le sans-abri puisse, comme le montagnard, aller se mettre comme ça au chaud l'hiver ou l'été, hein, parce qu'on meurt autant l'été que l'hiver quand on vit dans la rue. Et petit à petit, on a évolué, on a mobilisé toute une série de dispositifs nouveaux, toujours en partenariat avec le département de la Gironde, sur ce qu'on appelle l'urgence famille, c'est-à-dire le conseil départemental achète à Emmaüs des logements et les met à disposition des villes, des communes, pour qu'elles puissent elles-mêmes faire de l'accueil d'urgence sur les gens qui sont sur son territoire. Et puis ça a évolué encore sur l'accueil de populations ciblées. Les migrants, il faut bien les mettre quelque part, et puis on est tous heureux que le président de la République ait annoncé avec force qu'il ne voulait plus, avant l'hiver, un seul migrant dans la rue ou dans les bois. Donc on va avoir, je pense, des moyens considérables pour mener cette politique-là. En faveur aussi des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des migrants. Alors c'est pas la politique directe du département, parce que on évoquait tout à l'heure la loi NOTRe, mais en même temps il y a eu, il n'y a pas longtemps, une démarche positive du département sur l'accueil des étrangers. Mais en revanche, les mineurs, là on est dans la compétence directe du département, qui n'a pas à regarder d'où vient le mineur. Le mineur, il est là, et s'il est mineur, et s'il est vraiment mineur, eh bien, il entre dans le champ direct de la compétence du département. Et donc, il faut imaginer cet accueil de ces jeunes qui arrivent. Au début, on pensait par dizaines. Aujourd'hui, on sait que c'est par centaines. Et là, c'est le vivre ensemble qui est affecté. C'est tout le pacte social. Et ça concerne tout le monde, et pas seulement le département et les associations. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ce territoire? Eh bien, on voit bien une ville de Bordeaux qui devient de plus en plus riche, qui concerne plus qu'une catégorie de personnes. Et sur tout le reste, ah ben, il faut se retrousser les manches pour pouvoir accueillir et maintenir un équilibre, une équité et surtout la possibilité que tout le monde puisse vivre sur ce département. Monsieur Palmaro, peut-être une réaction par rapport à ces communs sur lesquels on pourrait essayer de s'appuyer?
Oui, c'est vrai que sur l'accueil d'urgence, il y a des choses à faire. Bon, sur Bordeaux, il se trouve qu'on va en faire un du côté de la rive droite. On va l'étendre, puisque dans le cadre du projet Euro-Atlantique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, la question, c'est l'accueil de tout le monde, et le fait qu'on trouve une inclusion de toutes ces populations, mais presque aussi entre elles. C'est ça qui me paraît assez fondamental. Alors, je ne sais pas si vous voulez que j'aborde là le type d'expérience qu'on a pu faire. Avec plaisir. Oui. Puisque bon, on a, en tant qu'aménageur, on est intervenu à Lormont sur un quartier important qui fait plus de 1000 logements, et dans lequel on avait une part de logement social que nous avons réalisé avec d'autres bailleurs. Donc ça s'appelle les Aken. Alors c'est assez ambitieux, puisque les Aken, le terme Aken, c'est le fruit sec qui contient lui-même tout ce qu'il faut pour se développer. Voilà, donc bon, on s'est quand même donné une ambition assez forte, et donc on est allé vers de la mixité fonctionnelle. Bon, il y a des commerces, il y aura des bureaux, j'espère le plus tôt possible. Le marché n'est quand même pas aussi évident que ça. Mais en tout cas, il y a à la fois du logement social, de l'accession et toute une réflexion sur justement le lieu commun, c'est-à-dire un parc d'1 hectare dans lequel il n'y a pas de voiture, il y a toute une série de choses à faire. Et ce que j'ai envie de vous raconter, en fin de compte, c'est l'histoire qu'on a voulu faire émerger sur cet espace, avec toute une démarche de participation, de médiation, où nous avons cherché des forces vives parmi les résidents, pas uniquement les locataires, il y en a, mais il y a aussi des accédants qui étaient là depuis 3-4 ans avant qu'on arrive, qui nous regardaient pas très bien d'ailleurs quand ils ont vu les constructions. Voilà, donc on a eu une démarche de comment construire une histoire ensemble, et donc on l'a fait depuis 1 an et demi avec un metteur en scène qui s'appelle Loïc Rojouan, une personne qui nous accompagne depuis pas mal de temps sur la RSE, Sylvie Berthaud, et une association de cinéastes qui est Dasquet d'ailleurs. Voilà, donc on a créé, pas de pure pièce, parce que les gens étaient progressivement intéressés. Donc on a fait des ateliers sur la décoration de Noël, des ateliers sur la cuisine orientale. À leur demande, on a fait aussi le nettoyage de tout le quartier. On était quand même plus de 50 à nettoyer les cigarettes, les papiers, machin. Donc voilà. Et tout ça va nous amener à plusieurs événements. Donc au passage, j'en profite pour vous faire une invitation le vendredi 29 septembre entre 19h et 23h sur le parc des Aken, où on va restituer cette histoire, l'histoire que les habitants, ce commun. Voilà, c'est pour ça que je disais que la mémoire, pour moi, était aussi un patrimoine. Et donc c'est pas théorique du tout. Je vous invite à venir le 29 pour vérifier que c'est pas du tout théorique. Et avec un certain nombre de participants. L'idée étant que par toute cette série d'actions, on arrive à tirer progressivement les personnes qui restaient dans leur coin, à faire des choses, à animer toute une série d'actions et faire justement histoire commune et en même temps se prononcer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une question qui est la démocratie participative. Comment on arrive à faire émerger ce que les gens veulent vraiment. Ça, moi j'ai l'impression que ça n'est qu'en marchant, et on le fait. Alors ça, on le fait systématiquement maintenant sur nos réhabilitations. On a vraiment, on parle pas que d'épaisseur d'isolant ou de choses comme ça. On rentre vraiment dans le fait de faire émerger d'une certaine façon une logique de groupe, de communauté qui pourra avoir une vie dans le temps. Et d'une certaine façon, on se rapproche de la démarche du département sur les fabriqueurs d'habitat. Merci beaucoup. Madame Coste, d'un point de vue peut-être de la recherche en sociologie. Les formes que peuvent prendre ce commun, alors oui, je vais peut-être avoir un point de vue un peu plus en amont. Je dirais que pour rejoindre ce que j'ai évoqué tout à l'heure, on peut dire que ces formes du commun, elles s'expriment justement à travers ces revendications citoyennes à l'échelle internationale qui se manifestent
par ce droit à la ville et qui ont donné lieu à des chartes qui sont prises en compte par des grandes villes et qui essayent de maintenir ces engagements qu'elles prennent vis-à-vis des populations. Alors c'est peut-être pas encore tout à fait au point, mais au moins je trouve que du point de vue du commun, ça a avancé dans le sens où déjà ça témoigne d'une prise en compte, d'une prise de conscience, pardon, de la nécessité de ce commun. Donc il me semble que de ce point de vue-là, c'est déjà une avancée. Après, d'un point de vue plus local, on peut dire que ce commun aussi, il est en marche au niveau des actes, dans la mesure, là encore, je retrouverai à travers la participation des habitants et puis cette ville co-construite entre habitants et élus locaux qui est en train de plus en plus de se dessiner. Et puis cette démocratie participative qu'on peut voir à travers, justement, je vais rejoindre un peu ce que vous venez de dire, aussi à travers l'habitat dit participatif ou groupé, qui, comme je l'ai expliqué, est un peu en effervescence actuellement, et qui intéresse d'ailleurs beaucoup les bailleurs sociaux aujourd'hui, parce qu'ils y voient une voie comme possibilité d'ouverture vers des populations qui soit n'avaient pas accès au logement social parce qu'elles avaient des revenus plus élevés, ou bien parce qu'elles en étaient exclues. Et puis aussi, il n'y a pas que ces populations-là, il y a aussi les populations handicapées, il y a aussi les populations vieillissantes. Et là, on peut avoir une voie vers une approche plus inclusive et qui émane véritablement des habitants, parce que ce sont des habitants qui prennent en compte, en charge cette dimension-là et qui souhaitent impulser une autre façon de vivre, une façon de vivre plus collective. Alors ils l'affirment, et qui peut être, encore une fois, et d'ailleurs les bailleurs sociaux sont de plus en plus attirés par cette voie-là. Donc ça aussi, c'est me semble-t-il, une approche du commun qui prend forme et qui s'exprime de plus en plus. Monsieur Glaise, en dernière intervention, avant d'ouvrir les questions à la salle. Je vais essayer d'être synthétique parce que, en fait, la question que vous posez nécessite donc d'entrer un peu dans le détail des outils possibles. Et pour le coup, il y en a beaucoup. Donc, je vais essayer d'être très simple et synthétique pour que vous ayez une vue d'ensemble de ce que peut apporter un département en termes de démarche autour des communs envers ces populations. On évoquait tout à l'heure la question du prix du foncier de l'immobilier. Nous n'avions jusqu'à présent dans ce département pas d'outils pour essayer de maîtriser l'acquisition foncière et immobilière, parce que depuis plusieurs années, nous souhaitions avoir un établissement public foncier local, mais qui, pour diverses raisons, n'a jamais vu le jour. Désormais, c'est quasiment chose faite, puisqu'en novembre, il y aura un conseil d'administration de l'établissement public foncier d'État, qui s'appelait jusqu'à présent Poitou-Charentes, qui va s'étendre à un certain nombre de départements, dont la Gironde, et qui sera un vrai outil d'acquisition foncière anticipée, de modération de la spéculation, et qui devrait permettre à terme, sur un certain nombre de projets, comme par exemple de l'habitat social, permettre effectivement de minorer les prix d'achat initiaux pour faire en sorte ensuite que la répercussion sur le loyer soit la moins forte possible. J'évoquais tout à l'heure le schéma départemental d'accessibilité des services au public, qui a pour vocation de réfléchir sur la répartition à peu près équitable des services publics sur l'ensemble du département. Je pourrais vous parler aussi, ça va vous intéresser sans doute dans votre profession, je vous parlerai des orientations départementales d'aménagement commercial, un document que nous avons voté en 2011, qui peine à trouver son application, quoique ça commence à porter ses fruits, puisque l'idée était de dire arrêtons de construire du commerce en périphérie, qui appauvrit systématiquement les centres-villes ou les centres-bourgs, et faisons en sorte, au contraire, d'essayer de réguler les choses et de réfléchir préalablement au bon équilibre entre ce qui se passe à l'extérieur, ou en limite, et ce qui se passe à l'intérieur. Alors je dis ça commence à porter ses fruits, puisque la dernière CDAC a refusé 2 projets d'envergure pour 14 000 m² au total de surface commerciale supplémentaire en périphérie. Donc je pense que progressivement, les choses avancent sur ce champ-là. Nous travaillons aussi sur la question des PLU et des SCOT, donc sujet qui doit vous intéresser également, et au travers d'une démarche qui s'appelle l'Interscot, et nous essayons de faire en sorte de faire prendre en compte un certain nombre de logiques qui vont plutôt dans le sens du bien commun et de l'espace commun au travers de cette démarche-là. Ce qui me permet de dire, puisqu'on parlait habitat à Bordeaux tout à l'heure, je n'arrive pas à comprendre comment on conçoit l'aménagement d'une ville d'abord par la construction de parallélépipèdes additionnés plutôt que par la réalisation d'espaces publics autour desquels on peut installer de l'habitat. À mon avis, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut prendre le sujet. C'est bien d'être bâtisseur, mais je pense qu'il faut être avant tout aménageur.
Je pourrais aussi, j'évoquais tout à l'heure la question de la gestion des ressources en eau. Là, nous allons avoir un vrai travail à opérer, notamment au travers des champs captants qui vont se trouver dans le Médoc. Et là, il s'agira bien d'une ressource commune à partager, et certainement au fil des années à partager de plus en plus chichement entre nous pour arriver à maintenir la capacité à abreuver tous les citoyens qui arriveront dans ce département. Il y a aussi des actions qu'on n'a pas du tout évoquées là, mais sur la question de la culture. L'intergénérationnel, le collectage de mémoire, c'est aussi faire identité commune à un certain moment. Et donc des politiques publiques orientées vers l'action culturelle permettent également d'aller dans ce sens-là. On parlait démocratie participative. J'ai souhaité, depuis que je suis président, qu'on mette en place des groupes d'usagers avec lesquels nous pouvons directement parler, construire, élaborer des politiques publiques. Ça a été le cas, par exemple, sur le revenu de base sur lequel nous avons travaillé et pour lequel nous sommes prêts éventuellement à expérimenter dans le département. C'est le cas aussi, par exemple, sur la restauration collective. C'est le cas également sur les circulations douces. Il y a eu des groupes d'usagers constitués et c'est avec eux que nous corrigeons, que nous amendons nos politiques publiques pour les rendre les plus justes et surtout en lien avec l'intérêt général et donc l'intérêt commun que chacun d'entre nous peut avoir. Mais le conseil départemental des jeunes que préside Mathieu Rouveil, ici présent, contribue aussi à ce type de démarche. Et puis je terminerai par quelque chose que nous avons impulsé dans la mandature qui est assez particulier, qui s'appelle les pactes territoriaux. Il s'agit en fait d'une démarche de co-construction des politiques publiques. Nous réunissons dans 9 territoires girondins, donc qui couvrent l'ensemble du département, des élus, des représentants associatifs, des représentants économiques, et nous voyons avec eux, nous partageons avec eux le diagnostic de leur territoire, quelle est la réalité de leur territoire, qu'est-ce qui va bien ou qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer, comment définit-on ensemble un programme d'action, et à partir de là, comment articule-t-on les politiques publiques départementales, mais aussi éventuellement les politiques publiques d'autres collectivités. C'est donc là un travail de percolation entre un territoire et une collectivité, et c'est donc là aussi une manière de faire sens commun sur l'action publique. Voilà, donc voici venu le moment de lancer le 4e temps, qui est un peu les réactions, les échanges avec la salle. Alors dans cet espace, dans ce temps commun, on a voulu avoir des règles très ouvertes. Donc ça peut être des questions, ça peut être des témoignages, ça peut être des cris du cœur. On a abordé beaucoup de thématiques différentes. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés dans la salle pour rebondir sur la thématique du commun, sur des propos qui ont été tenus pendant la table ronde, même sur l'exposition que vous avez vue avant d'entrer dans la salle. Dont on reparlera juste après. Et n'hésitez pas aussi à vous présenter et peut-être à donner un petit peu le contexte de votre voix. Est-ce que nous avons des questions, des remarques? Merci beaucoup en tous les cas pour toutes vos interventions qui ont beaucoup impressionné. Bonsoir, merci pour vos discours. Christian Verle, je suis architecte, je suis aussi habitant usager à Darwin, donc je participe un petit peu dans un certain contexte où on essaie de voir les choses autrement. Et j'admire tous les efforts de tous les représentants de leur vie professionnelle de se dire on connaît la question, on fait des efforts, on essaie de trouver des chemins, etc. etc. Mais quelque part, M. Lafargue a mis le doigt sur certaines choses qui sont très extrêmes et très radicales dans quelque chose que j'appellerais simplement déséquilibre. Et on le voit, par exemple, dans le sujet du foncier, je pense, dans une façon très opérationnelle. Et quand moi je comprends le commun, j'ai l'impression qu'une définition très courte, c'est de dire on y contribue autant qu'on en extrait, pour que ceux qui sont parties prenantes, ensemble, gèrent. On fait ça de façon représentative dans une démocratie ou de façon participative dans un autre schéma de gouvernance. Mais là, réellement, il y a des fuites. Le déséquilibre vient de quelque part. Donc j'essaie d'être un petit peu provocateur pour demander d'identifier où sont les fuites. Alors, qui se lance ? J'ai une réflexion lente. Bon, je ne sais pas trop si le foncier fuit. Bon, quoi qu'à une époque, j'ai eu un moment de solitude assez fort quand le PPRI a
pratiquement annulé les constructions sur pas loin d'une bonne quinzaine d'hectares qu'on avait acheté. Bon, ça s'est réglé ensuite, mais je crois qu'on a aussi un problème de macroéconomie, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les solutions. Il y a des solutions, je pense que là, les acteurs du territoire peuvent faire des choses, on achète des terrains, simplement il y a des choses qu'on ne fait qu'avec l'espérance d'avoir un effet à 5 ou 10 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un EPF qui va se créer, cet EPF n'aura pratiquement zéro sortie avant 3, 4, 5, 10 ans. Donc il y a une inertie qui est reliée aussi au fait qu'aujourd'hui, si on veut acheter un terrain qui est constructible, il a un prix complètement intouchable. Donc il y a aussi une question de deniers publics. Enfin, il y a plusieurs problématiques derrière à faire. Donc c'est essentiellement des démarches d'anticipation. Parce que les démarches de spéculation, il y a aussi des gens qui anticipent sur le fait que ça va devenir constructible, etc. Mais ils n'arrivent pas à anticiper à 5 ans. Ils anticipent à quelques années. Peut-être qu'il y a des propriétaires fonciers qui anticipent à plus long terme parce qu'ils ont un patrimoine très très important. Mais voilà, je crois qu'il y a des logiques d'anticipation dans lesquelles les acteurs de long terme peuvent avoir leur place. Et je crois qu'on en fait partie comme les acteurs publics. J'ai réfléchi. Moi, je dirais pas qu'il y a des fuites, mais je dirais qu'il y a une pente. Et que la difficulté de résister au flux de la pente. Je m'explique. J'avais une discussion avec un de vos collègues tout à l'heure sur la question, y a-t-il un déterminisme aux faits urbains, à la manière dont aujourd'hui on considère plutôt les grosses régions qui doivent être des eurorégions dans une grande Europe, etc. Et du coup, en oubliant un certain nombre d'échelons que peuvent être les communes, que peuvent être les départements, ou que peut être aussi le national. Et ce que j'ai envie de dire par rapport à votre question, c'est que la grande difficulté, c'est de résister à la pente. C'est-à-dire qu'il y a de toute façon des mouvements sociétaux fondamentaux qui s'opèrent. Et cela, on ne peut pas avoir d'action, enfin ça revient un petit peu à ce qu'a dit M. Palmaro, il est compliqué d'avoir une action globale sur l'ensemble de ces phénomènes sociétaux. En revanche, ce que nous pouvons essayer de faire, c'est de contribuer à notre niveau, à notre échelle, à contrecarrer un peu cette pente pour faire en sorte de rétablir un petit peu l'équilibre. Et c'est effectivement d'une grande complexité parce que malgré tout, cette pente dominante, elle nous entraîne quoi qu'il arrive. Donc nous essayons de freiner au maximum, mais malgré tout, elle entraîne. Je prends des exemples très précis. 20 000 habitants de plus par an en Gironde, c'était 15 000 il y a 3 ou 4 ans. C'est un fait qui s'accentue. Ça veut dire qu'il y a une réalité à la croissance démographique contre laquelle on ne luttera pas, qui est une bonne nouvelle aussi sur un certain nombre de points, bien évidemment. Il vaut mieux être président d'un département qui gagne 15 000 habitants comme la Gironde que d'un département qui en perd 7 000 comme la Creuse. Pour autant, c'est effectivement une exigence derrière en termes d'équipement public, de services publics, de capacité justement à corriger les déséquilibres, d'inclure, le terme d'inclusion a été adopté tout à l'heure, ces populations et de faire en sorte que globalement la Gironde soit un département dans lequel il y ait un sens commun, une identité commune, le sentiment d'appartenir à un espace commun. Donc cette réalité de ces phénomènes, j'évoquais tout à l'heure le développement commercial, c'est aussi une pente qui se poursuit depuis des années. Nous essayons de la corriger via certains dispositifs. Malgré tout, nos efforts pour l'instant ne sont pas suffisants, en tout cas à l'échelle qui est la nôtre. Donc je pense que nous sommes contributeurs individuellement, et individuellement, y compris citoyennement, de la prise de conscience d'un certain nombre de phénomènes qui s'opèrent et contre lesquels il faut aller, ou en tout cas qu'il faut essayer de réguler. Mais nous ne pouvons qu'être acteurs à notre niveau, et malheureusement, nous ne sommes pas acteurs à un niveau, effectivement, de forces qui sont internationales et qui nous dépassent largement. Mais je crois qu'il ne faut pas pour autant perdre courage, et je pense qu'il faut continuer à avoir des actions au niveau qui sont les nôtres, y compris au niveau citoyen, pour faire en sorte que la péréquation, l'inclusion, le rééquilibrage s'opèrent au mieux au fur et à mesure des années. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Chloé, peut-être? Non? Mathieu? Merci. Mathieu Auvert est élu local et également activiste. Je trouve extrêmement intéressant
la question du commun. On a parlé de la création de communs, mais aussi en filigrane aussi comment on sauve des communs. Et s'il faut les sauver, c'est qu'ils sont menacés. Donc peut-être qu'à un moment, il faudra aussi poser des mots sur ce qui menace le commun. Ça veut dire, et je rebondis sur le terme du président, je pense qu'il y a aussi une vraie prise de conscience. La conscience du commun est importante. Pas simplement quand vous n'avez plus de piscine municipale et que vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Parce que pour moi, la piscine municipale est par définition un lieu commun. Mais c'est pas seulement aussi quand vous allez chercher une crèche et que vous n'en avez pas. Tout à l'heure, l'exemple a été donné de ces constructions, et le président l'a très bien dit, c'est qu'on a d'abord réfléchi à faire venir des gens sans se poser la question de savoir si on pouvait leur permettre, par exemple pour la ville, d'habiter la ville. Ça veut dire aller à l'école. Je ne sais pas si vous avez des enfants ici à Bordeaux. Pour beaucoup d'entre eux, ils vont faire leur scolarité, toute leur scolarité, de l'école maternelle à l'école élémentaire dans des préfabriqués. Donc on peut vous en citer quelques-uns, parce qu'on n'a pas anticipé les populations qu'on voulait pourtant faire venir et pour lesquelles on a construit des logements. Donc il y a cette conscience du commun et peut-être aussi une vraie bataille culturelle à mener sur la nécessité peut-être de sauver le commun et de créer des communs. Et parce que c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, la ville devrait être normalement un lieu approprié par tous, mais cela a été dit ici, elle est aussi très excluante. Et qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles menaces, de mon point de vue, et notamment la question de la touristification de la ville et de ce qu'elle produit en termes d'exclusion. On a vu tout l'été des grandes métropoles dans lesquelles on voyait des manifestations contre les touristes. Go Home, je ne sais pas si vous avez vu Barcelone, vous avez vu ailleurs. On a vu que la question, puisqu'elle m'intéresse plus particulièrement de ce que moi j'aime appeler l'Airbnbisation, crée en termes d'exclusion. Et quand le président Lafargue ou le président Anglaise parle de réalité, il faudrait quand même beaucoup inciter là-dessus. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont exclus de la ville, qui n'ont pas, pour reprendre un terme sociologique, l'habitus rural, qui ont vraiment l'habitus urbain et qui n'ont pas choisi de se mettre au vert, mais qui n'ont pas d'autre choix que de quitter la ville. Donc c'est cette question-là aussi qu'il faut traiter, et comment nous, collectivement, on accepte de prendre en considération et puis vraiment avoir la conscience de ces communs pour lutter, parce que le mot a été également dit. Pour moi, il y a un vrai impératif de résistance contre la disparition des communs. Et donc, c'est pour ça que je reboucle là-dessus et j'en termine là-dessus. C'est une vraie bataille culturelle qu'il faut mener. Non, ça dépend, c'est ton pour pas s'empêcher. Oui, ça va être compliqué, oui. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce que vient de nous dire Mathieu Rouvert, pour prendre un exemple de celui de l'écosystème de la caserne Niel de Darwin. Alors, il y a des intérêts privés, il y a des intérêts collectifs, et puis il y a des intérêts publics. Et évidemment, ce qui nous concerne ici ce soir, c'est l'intérêt collectif et l'intérêt public. On a une grande zone, d'abord la ZAC de Bastiniel, qui doit faire 35 hectares. Mais si on regarde mieux et qu'on prend l'arc formé par Euratlantique en intégrant, parce que comme ça fait davantage la partie rive gauche, on a quasiment 1000 hectares. C'est monstrueux. 1000 hectares qui sont dans un projet à aménager. L'écosystème de la caserne Niel, c'est 2 aujourd'hui, et le projet il est sur 4 hectares. Donc je ne comprends pas comment on n'arrive pas collectivement à protéger un espace qui est à utilité collective et publique. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui vont à Darwin. Et pas obligatoirement pour bruncher le dimanche ou pour des services qui seraient payants. Il y a des tas de choses qui sont totalement gratuites à Darwin. Et c'est ça qui est important. Et c'est là-dessus, je crois qu'il faut résister. Ça a été dit tout à l'heure. On peut collectivement, évidemment, résister. On veut faire autour des bâtiments qui vont avoir 30 mètres, 40 mètres de hauteur. C'est juste de la folie. Et
la débauche de béton va étouffer cet espace. Et je crois qu'il faudra, là, utiliser la capacité citoyenne, puisque c'est le thème quand même du cycle de conférences, pour résister à cette opération. Moi, justement, j'en profite, comme je ne voyais pas de volontaire. J'avais envie un peu justement de rebondir, parce que c'est un mot qui est beaucoup revenu aussi durant vos interventions sur un peu la question de la vacance. Il y a aussi un nouveau concept un peu qui émerge, ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire, et qui rejoint un peu cette question des communs. Il y avait un séminaire organisé au Grand Voisin, je ne sais pas si vous connaissez cette initiative de la ville de Paris, qui était sur cette question un peu de l'espace public aux espaces communs. Et effectivement, on voit qu'apparaît, il y a plusieurs expériences qui sont menées dans différentes métropoles de France sur la question de la gestion des locaux vacants, et notamment sur la mise à disposition à des prix réduits pour soit les jeunes entrepreneurs, soit les associations. Et aussi, on voit en toile de fond beaucoup cette question de l'hébergement d'urgence. Il y a eu pas mal d'articles cette année. On sait aussi qu'effectivement, cette notion de commun, elle porte aussi même dans les territoires ruraux, ces revendications, etc. Donc il y a eu un certain nombre d'initiatives aussi exemplaires dans le territoire de la Gironde. Je pense à Uzeste, je pense à des initiatives aussi du côté de Puisseguin. Comment vous voyez justement la possibilité peut-être de développer, y compris à Bordeaux, des expériences de ce type, où même si elles sont transitoires ou temporaires, on essaye justement sur ces espaces vacants, les 1000 hectares dont vous parlez, il y en a beaucoup de friches, de bâtiments abandonnés. Voilà. Est-ce que c'est des expériences qui vous parlent, qui vous intéressent, et comment on pourrait éventuellement les développer dans la métropole ou dans la Gironde, selon vous? Je la pose à tout le monde, parce qu'on peut aussi les développer ailleurs qu'en Gironde, bien entendu. D'accord, moi je vais répondre en 3 phrases pour laisser un peu la parole aux autres aussi. Donc effectivement, je connais les expériences dont vous parlez. Il y en a d'absolument fabuleuses dans d'autres grandes villes. À Berlin, par exemple, je pense que Paul connaît ça, mais également sur d'autres continents. Des expériences comme ça un peu fabuleuses. Alors, moi, je suis favorable effectivement à ce que ces immenses friches puissent être occupées alternativement par des structures, les mêmes que vous évoquiez tout à l'heure, avec une petite inquiétude sur le temporaire. Parce que fatalement, le temporaire amène de l'occupationnel. Et moi, je crois qu'il faut le temps, un peu d'argent pour construire des choses différentes. Et il faut que dans les villes, il y ait des zones comme ça qui soient alternatives. Parce qu'autrement, ça va être fou, quoi. Ce qu'on nous prépare pour demain, ça va être complètement fou. Donc oui, bien évidemment, des espaces où les associations, les entrepreneurs, bien sûr également, mais les artistes et puis les jeunes, quoi, les jeunes qui cherchent des espaces parce que les sports ou les activités qui les intéressent, on les trouve dans ces zones-là. C'est le skate, c'est le bike polo, c'est le crossfit, c'est le street art, c'est toutes ces choses-là. C'est naturellement sur ces zones qu'on peut les faire. Les rares fois où ils ont voulu faire du drive dans des zones inhabituelles pour ce type d'exercice, les voisins, parce que ça fait du bruit un skate, donc les voisins ont protesté, la police est arrivée, etc. Donc effectivement, il faut partager la ville, quoi. Alors moi, je vais le rapprocher, j'ai échangé avec madame justement à l'instant, en disant on est quand même là sur des faits qui sont souvent aussi des faits urbains. Et vous posiez la question par rapport au rural. Alors effectivement, c'est un vrai sujet. Nous, au département, on vient de faire un travail qui est un travail d'identification, par exemple, des logements de fonction inoccupés dans nos collèges. Il y en a pas mal. Or, ces logements, précisément, pourraient recevoir des personnes qui, soit à titre pérenne, soit de façon transitoire, pourraient occuper ces logements. Et ainsi, nous pourrions apporter des réponses à des personnes en difficulté, en précarité ou éventuellement des mineurs non accompagnés qu'il faudrait accueillir parce que, effectivement, Pascal l'évoquait tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui en ultra-saturation concernant l'accueil des mineurs non accompagnés.
que nous avons normalement pour charge d'accompagner lorsqu'ils sont mineurs, sauf qu'on nous en envoie 100%, alors qu'en réalité 20 à 30% relèvent de la protection de l'enfance départementale. Ça veut dire que nous compensons là ce que l'État ne fait pas. Donc, exemple de ces logements de fonction, par exemple, qui sont inoccupés. Je vais citer un deuxième exemple, qui pour le coup est extrêmement rural, qui va faire un peu écho à Darwin en tout petit, qui concerne donc la commune de Capsieux, donc que je connais bien aussi, et nous avons une propriété communale qui est une ancienne ferme avec ses dépendances. Des gîtes, 5 gîtes ruraux, et un bâtiment qui comprenait 5 chambres d'hôtes, une salle de formation. Bon, c'était un lieu qui était exploité touristiquement, le gérant a fait faillite, donc liquidation judiciaire, nous avons récupéré le site. La question s'est posée de ce que nous allions faire de ce site. Et nous nous sommes dit que c'était peut-être l'occasion de l'ouvrir à autre chose qu'une utilisation classique. Et nous sommes aujourd'hui en train de monter une société coopérative d'intérêt collectif qui comprendra la commune, qui sera présente à l'intérieur, qui comprendra une entreprise d'éco-camping qui est Cap Cabane, qui se trouve juste à côté, qui est intéressée par une salle qui se trouve là, qui peut être une salle de formation, et par les gîtes de temps à autre. Coaction, qui est une coopérative d'activité d'entrepreneurs qui suit en Sud-Gironde et dans le nord des Landes à peu près 70 entreprises, qui va implanter ses bureaux et réaliser de la formation sur site. Et les petits cajots de Talence qui sont intéressés par les 6 hectares de terrain pour produire donc en exploitation agricole à destination de la métropole, mais aussi à destination locale dans une logique de système alimentaire local. Donc on voit de quelle manière il est possible, à partir d'un site qui est devenu inoccupé, de le réinvestir pour en faire complètement autre chose qui peut être pleinement dans l'air du temps. Ça n'est pas Darwin, mais c'est un petit niveau en secteur rural. Juste une petite parenthèse là pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, puisqu'on a très peu évoqué le rural, mais ça me fait penser en vous écoutant. Donc là, c'est un peu par rapport à l'habitat, c'est qu'il y a des réflexions qui sont faites. Enfin, ça, je l'ai un petit peu fait dans le cadre du périurbain dans l'Essonne. Alors, c'est mi-rural, mi-urbain, mais il y a beaucoup de zones très, très rurales. Et il y a toute une réflexion autour de l'habitat, cet habitat pavillonnaire, pour éviter, pour le densifier et pour le repenser autrement, parce qu'il y a des personnes vieillissantes qui se retrouvent seules ou des situations de rupture familiale qui font que on ne peut plus conserver ces habitats. Et les réflexions en cours sont autour de l'habitat évolutif qui, dans ce cadre-là, peut donner et offrir des opportunités de reconvertir cet habitat différemment, d'y accueillir par exemple des étudiants avec des personnes âgées et de pouvoir trouver aussi des solutions alternatives qui puissent être un moyen d'accueillir le plus de personnes possible, et particulièrement des personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à des logements. C'est une voie possible, ce qu'on appelle l'habitat évolutif dans le périurbain, qui rejoint un peu le rural. C'était pour faire une parenthèse sur le rural. Oui, il y a beaucoup d'expériences. Hein. Mes collègues HLM en ont pas mal. Bon, je vais parler des miennes parce que je les connais mieux. D'ailleurs, elles se font avec beaucoup de paysagistes. Hein. Alors, c'est sur des jardins partagés ou sur des... je vais prendre l'exemple de Sonombossite, par exemple, hein, où on a fait en même temps des jardins familiaux. C'est un site qui a 300 logements, mais il y a à peu près 10 hectares. En plante, donc avec une végétation qui était quand même assez luxuriante à un moment donné, qu'on a pu transformer et on l'a fait avec les habitants. Donc toujours la même question. Et progressivement, il y a eu plusieurs associations. Il y a eu Place au Jardin, donc avec ces jardins familiaux. Il y a eu une fresque qui a été faite avec un graffeur et des jeunes. Il y a l'association Ombre et Lumière qui intervient et qui donne des cours, qui fait, il y a aussi un petit peu de boxe, il y a des échanges de services entre les seniors, etc. Donc, d'une certaine façon, les lieux existent. Je veux dire, on a des délaissés, en fait, aujourd'hui. Hein, moi, j'étais un petit peu étonné. Je suis allé une fois en Chine et je me suis rendu compte que les pieds des piles de pont étaient plantés. Voilà. Donc, ils n'ont pas de délaissés, quoi. Le moindre espace est utilisé. Et nous, ce qu'on a à faire, c'est à multiplier les usages. De la même façon, les locaux collectifs résidentiels, sur une de nos résidences, ils étaient utilisés, allez, on va dire, 3% du temps, quoi. Bon, pareil, on a eu une association, puis 2, puis 3. Donc, nous, la vraie problématique, c'est de trouver des gens qui vont faire des actions, qui vont les animer. Et c'est pour ça qu'on est maintenant très sensible aux associations,
au fait qu'elle puisse aussi avoir des actions pérennes. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait que ça se fait dans le temps. Ça se fait pas one shot. C'est des actions qui durent 3, 4, 5 ans. À ce nombre de sites, ça fait 5 ans qu'on on a fait un premier CityStade. Il était fait de telle manière que nous on pensait que c'était bien, mais enfin ça a été vite démonté. Là non, là ça a été fait, c'est solide, avec la participation de tout le monde, ça marche. Donc voilà, il faut du temps et il faut de l'énergie de pas mal de monde, et en particulier des habitants. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une... Ah, Chloé. Chloé, il y est. Bonsoir, Chloé, architecte. C'était pour rebondir sur cette notion de temporalité qui me semble essentielle dans le commun, puisqu'en fait, faire commun prend du temps. Il y a cette notion de permanence, donc d'habiter les chantiers comme on le fait, d'habiter même les lieux. Sur la question de la temporalité, et notamment de la partie éphémère et peut-être transitoire, je pense qu'il y a aussi quelque chose à saisir sur cet investissement, comme l'a fait Darwin ou les grands voisins ou d'autres, dans l'usage du temporaire pour devenir permanent, en investissant le lieu, en le re-questionnant. Donc, dans le cas des grands voisins, de façon temporaire encadrée, avec une préfiguration, une occupation, le temps d'un grand projet urbain. Et aujourd'hui, ils se re-questionnent sur ce projet urbain par cette préfiguration habitée, ou comme d'autres, où on habite les lieux et les impensés arrivent sur aussi des programmations. Et cette question de la programmation sur ces lieux communs, c'est être sur place de façon temporaire dans un premier temps, et puis on investit, on adapte cette programmation aux usages qui arrivent, qui adviennent, pour arriver à un projet qui est au plus près des usages et des habitants et de ce que nous on appelle la maîtrise d'usage. Donc je pense que la notion de commun est intrinsèquement proche de cette temporalité qui peut être en questionnement. Pas de réaction. Oui, je trouve qu'entre commun et habitude, il y a des choses très très proches. Et effectivement, il y a le fait de créer l'habitude avec les ressources dont on dispose et qui peuvent elles-mêmes fertiliser l'ensemble, Et je crois que créer l'habitude, ça fait partie de nos métiers, l'habitude de vivre ensemble. Est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière intervention ? Non, alors on va aller boire un petit verre. Je vous remercie tous les quatre. Merci beaucoup. Je voudrais remercier au passage les équipes de la Maison de l'Architecture, la FFP, le CFA, avec qui on co-organise ce cycle. Et puis je cite nommément Grégory Epo, Aurélien Roltangui, Anne Gersley, Zoé Sans-Arcidé-Lacour et Vincent Arnay qui ont travaillé intensément sur ce démarrage de cycle. Merci à tous. Dernier mot. Je voulais juste mentionner un lieu commun qu'a créé le département qui s'appelle La Base, qui se trouve dans un des immeubles du département à Mériadec, qui est un lieu ouvert. Donc, si vous souhaitez venir, vous appelez La Base et vous pouvez venir pour réfléchir, travailler, échanger, partager. C'est un lieu complètement ouvert, donc il vous est aussi ouvert, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci. Et pour clôturer aussi, dans cette grande problématique du commun, la FFP a voulu avoir une intervention, d'où la raison de ce cube dans la cour du 308 qui vient en fait présenter des pratiques de paysagistes qui travaillent depuis longtemps sur les liens. On a parlé finalement de méthodologie de jardinier, c'est-à-dire planter des graines et laisser les choses grandir et faire des sélections. Ça, c'est quelque chose, c'est un héritage du jardin. Et on a essayé de montrer comment les paysagistes pouvaient, par leur pratique, amener des nouvelles manières de faire projet. Et ça sera en écho avec une exposition au H14. Merci beaucoup.